Je vous propose de commencer. De toute façon, on commence toujours par une petite introduction. Donc, au niveau du club, on présente toujours donc une partie actualité, nouveautés Power BI, et ensuite un cas d'usage en lien donc avec la profession des chiffres, que ce soit, pour les experts comptables, les commissaires aux comptes ou, toute personne qui utilise de la donnée, là notamment comptable et de gestion en entreprise. Hem, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le club est rattaché à l'ordre, non, à la compagnie, pardon, des commissaires aux comptes de Paris. Et ça a été en fait une émanation suite à un outil qui a été développé, il y a déjà, quelques années maintenant et on vous donnera quelques métriques, qui est l'outil Viznao, en fait, qui a été déployé pour acculturer la profession, du chiffre, à l'exploitation de Power BI et l'exploitation de la donnée comptable notamment, avec Power BI. Donc les personnes qui sont présentes là, physiquement et qui vont animer, donc notamment moi, qui suis, Éléonore Quévot, je suis expert comptable et aussi fondatrice d'un cabinet de data consulting. Vincent, je te laisse te présenter en 2 mots. Bonsoir à tous, Vincent Lacombe, donc je suis expert comptable avec, comme certains le savent, une appétence pour la data, d'où ma présence ce soir. Voilà et on a l'honneur d'être rejoint donc, par un invité qui va largement participer, qui est Benjamin. Benjamin, si tu as 2 mots pour te présenter. Bonjour. Et donc, je ne suis pas expert comptable, mais je suis chef de mission sur une partie audit informatique et j'ai une appétence particulière sur la data. Voilà. On a Pierre qui est aussi là, donc en off, hein, qui est chargé de projet innovation donc à la CRCC, qui nous accompagne sur toute la gestion du club. Donc voilà, n'hésitez pas au niveau de l'organisation. On a un rappel pour ceux qui connaissent pas, donc sur le site Viznao, la présentation en fait de l'outil qui avait été déployé, hein, à la profession. Et je vous y reviendrai sur la manière dont c'est constitué et d'ailleurs le cas d'usage d'aujourd'hui s'appuie sur le modèle Viznao, principalement, avec, justement des idées pour la clôture, pour vous accompagner sur la clôture et vos missions d'audit. Donc les objectifs vraiment du club, c'est au-delà, hein, de la profession purement comptable, c'était vraiment d'avoir une zone où on allait pouvoir parler de l'exploitation de nos données, que ce soit on a fait un cas, d'ailleurs le de la dernière réunion sur les données sociales, des données de comptabilité dans nos problématiques, on va dire direction financière, expertise comptable et audit. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer de nouvelles compétences techniques, tout en étant pragmatique, parce qu'on n'est pas, amené à être, data scientist, mais à développer nos compétences tout en gardant notre expertise métier et donc c'est pour ça qu'on voulait avoir un club qui soit dédié à nos problématiques, et qui soit vivant pour nous tous. L'idée, c'est aussi de pouvoir participer à l'évolution de Viznao. Donc Viznao, on vous le présentera, a vraiment été pensé, pour améliorer la revue analytique sur la base, du fichier des écritures comptables. Où en fait, à partir d'un certain moment et d'une certaine volumétrie, on le sait, dans Excel, ça reste limité. On peut utiliser bien sûr Power Query, mais sur une couche de vise et de modélisation, Power BI aujourd'hui est un outil, vraiment répandu qui permet vraiment de faire des choses, incroyables, de gagner du temps et surtout d'apporter de la valeur. Voilà. L'idée aussi, c'était de se rencontrer, de découvrir de nouvelles personnes qui ne viennent pas forcément que de notre profession, qui soient en entreprise ou s'ils soient collaborateurs et de pouvoir vraiment participer, à l'évolution de notre métier et des problématiques qu'on rencontre. Je vous laisserai, vous aurez de toute façon la présentation. N'hésitez pas alors à poser des questions. Là, on est sur une plateforme où vous pouvez poser des questions par écrit, on y répondra. On préfère s'arrêter pour que ce soit vivant. Merci Jean-Baptiste. Et donc l'idée, donc on commence toujours par une première partie qui est, historiquement animée par Vincent, qui est un adepte et que vous pouvez suivre sur LinkedIn, qui partage de manière récurrente sur l'IA, la data et l'exploitation des données, pareil à trait avec la profession. Je te laisse la main Vincent. Merci Éléonore. D'abord merci à vous tous, d'être, présents sur cette première réunion pour 2024 et on en profite pour vous souhaiter le meilleur, une très bonne année pour, 2024 et plein de beaux projets autour de la data et du coup, je vais repartager mon écran.
Alors, l'actualité, elle est polarisée autour de 4 sujets. Le premier, c'est un article qui est paru ce mois-ci dans le Journal of Accountancy, un journal américain, qui explique, tout l'impact des nouvelles technologies sur, l'évolution de l'audit et l'impact sur la qualité de l'audit. Et cet article, je l'ai trouvé assez intéressant parce qu'il explique, notamment, une tendance vers une approche beaucoup plus, data driven qu'on souligne d'ailleurs, durant ces clubs VizNow. Donc une approche orientée autour, des données, et on y voit également l'apport de l'intelligence artificielle qui touche aussi les cabinets de taille réduite. Et dans cet article, qui est en anglais, malheureusement, mais vous avez un témoignage d'une expert comptable américaine qui s'exprime sur le sujet. On a également un graphique qui explique, comme on le voit ici, l'évolution, de l'audit au fil du temps et tous les impacts autour, du cloud, de l'intelligence artificielle, sur, notamment l'analyse de données, les aspects collaboratifs, et avec en ligne de mire une étape finale où on serait sur une très forte intégration de l'intelligence artificielle et on aurait des jeux de données, complètement, assimilés par, les outils d'audit. Et ce qui est également intéressant dans cet article, c'est qu'il y a des explications aussi sur la démarche à adopter. On explique que pour appréhender tous ces aspects, c'est bien d'avoir un référent data, pardon, qui va permettre de suivre tous ces sujets. Et puis, vous y trouverez également un sondage qui a été réalisé fin 2022, donc un tout petit peu avant ou en même temps qu'intervenait la révolution ChatGPT IA. Et cet article, ce sondage explique un petit peu les limites de ces technologies, enfin les enjeux, on va dire, sur la formation, sur la pertinence de ces technologies et sur les coûts que cela engendre. Le deuxième article que j'ai sélectionné, il est autour de l'actualité copilote, dont on avait déjà fait un petit peu référence au cours des précédentes réunions du Club VizNow. Cet article, en fait, donc, qui vient du site Microsoft, souligne la disponibilité de copilotes beaucoup plus large qu'avant, puisque auparavant, seuls les tenants, c'est-à-dire les plateformes Office 365 qui avaient plus de 300 utilisateurs, pouvaient profiter de Copilot. Donc, depuis quelques jours maintenant, vous pouvez souscrire à Copilot, qui est une offre tournée autour de l'intelligence artificielle, qui est basée sur le modèle de données OpenAI, qui sert à ChatGPT, dans laquelle donc Microsoft est aussi un investisseur. Et l'avantage de Copilot, c'est une intégration dans Excel, Word, PowerPoint et bientôt Power BI. Alors, je dis bientôt, c'est déjà le cas puisque sur Power BI, en version preview, certains utilisateurs peuvent tester la création de jeux de visuels de manière assistée par l'IA grâce à Copilot. Pour l'instant, ça reste réservé aux utilisateurs qui ont des licences Fabric ou Premium. Et je crois d'ailleurs, Éléonore, que tu as eu l'occasion de le tester. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur la nouvelle licence, donc pour les petites structures, si vous allez sur vos admins ou vous demandez en tout cas une licence test, la licence est autour de 300 € à l'utilisateur pour tester l'ensemble du copilote, des nouvelles applications copilote sur l'ensemble des applications 365. Ouais, Donc et ils ont d'ailleurs, ouvert, mais c'est pas encore ouvert à tous les utilisateurs à un prix aussi abordable qu'une licence Power BI, par exemple. alors en matière de tarification, je voulais justement préciser, pour les utilisateurs entreprises, c'est 30 $ par mois, en plus de l'abonnement de base Office 365, avec un engagement de 12 mois. Donc, c'est quand même un petit investissement. Et pour les particuliers, si jamais vous voulez tester hors du cabinet, c'est 20 $ par mois, là encore avec un engagement de 12 mois. Alors, il y a un point important à souligner, c'est les aspects de confidentialité. Selon les annonces de Microsoft, les données utilisées dans l'IA Copilot ne seraient pas utilisées
pour améliorer la solution. Donc, c'est quand même un petit plus par rapport à certaines solutions gratuites d'IA qu'on peut trouver. Et puis dernière chose, si vous voulez le tester, sans avoir toutes les fonctions, Copilot est disponible gratuitement sur Bing, mais vous avez bien sûr pas l'intégration dans la suite Office 365. Alors voilà, là c'est la capture d'écran sur Bing de Copilot, où on peut voir qu'on peut faire déjà pas mal de choses. On peut créer des images. Alors il y a des limitations, en nombre d'utilisations par jour, mais c'est un moyen de tester, gratuitement si on a envie. Le troisième article que j'ai sélectionné, il tourne également autour de l'intelligence artificielle avec ChatGPT et la sortie, il y a là encore quelques jours, de la version Team. Pour rappel, ChatGPT, on arrive maintenant à 4 formules. La formule gratuite avec GPT 3.5, la version Plus, la version Team qui est nouvelle et la version Enterprise. Chacune de ces formules a ses avantages et ses limites. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle version Team offre, selon les annonces de OpenAI, un niveau de sécurité renforcé, tout en sachant qu'il est précisé que, là encore, les données utilisées en version Team ne serviront pas à réentraîner le modèle de ChatGPT, ce qui est vraiment l'une des différences importantes par rapport aux versions gratuites ou versions plus, qui, elles, les données que vous allez déposer sur ces 2 formules de base vont pouvoir être réutilisées. On a également d'autres fonctions qui sont intégrées, notamment l'espace de travail partagé, des limites d'utilisation qui sont un peu plus élevées, et c'est une formule qui coûte 25 $ par mois, donc un positionnement assez similaire à celui de Microsoft, et vous devez avoir au moins 2 licences. Je maintiens tout de même qu'en termes de sécurité des données, si on regarde les conditions d'utilisation de ChatGPT sur le site, il est précisé que les données sont stockées sur des serveurs américains. Donc en termes de RGPD, je pense qu'on n'est pas encore au niveau même avec cette formule. Et puis il y a une deuxième annonce qui a été faite simultanément. C'est le store GPT avec les fameux GPTs. Les GPTs, ce sont des robots conversationnels personnalisés qui sont créés par les utilisateurs de la communauté d'OpenAI. Et désormais, on va avoir, comme sur les stores de smartphones, des applications. Il y en a déjà sur la programmation, l'éducation, la photographie et même la comptabilité. Et dernier article, alors c'est vrai que le sujet de la cybersécurité, ce n'est pas toujours un sujet très joyeux, et malheureusement dans la profession, on a subi au mois de décembre une attaque sur un hébergeur informatique qui détenait 1200 clients et qui a subi une attaque Logbit. Donc je voulais quand même en parler au travers de cet article pour montrer qu'en fait la filiale Orange en Espagne a fait l'objet d'un piratage sur un de leurs services, au motif qu'en fait, les pirates ont trouvé assez facilement le mot de passe d'Orange, mot de passe qui était celui-ci, RIP admin, RIPE étant un terme technique dans leur domaine. Donc tout ça pour vous dire de faire très attention aux mots de passe, à choisir des combinaisons, un nombre de caractères suffisamment élevé pour garantir un niveau de sécurité. Surtout la mise en place de tout ce qui est MFA, donc double authentification. Voilà, avec tout ce qui est authentificator qu'on aime beaucoup à chaque connexion ou reconnexion. Mais c'est en tout cas l'approche la plus sécurisante sur les mots de passe. Tout à fait. Si, les JO 2024 de la cyber. Clairement. Alors, la deuxième partie, l'idée, c'était de pouvoir vous proposer, comme d'habitude, on partage sur les nouveautés Power BI. Vous le savez, Power BI, on a vraiment, il développe constamment, des versions qui peuvent arriver avant tous les trimestres, peuvent arriver même à plusieurs mois consécutifs. La dernière version est de décembre 2023, donc je vais vous partager mon écran.
Est-ce que ça semble bon? C'est bon. C'est bon? OK. Donc la dernière version est de décembre 2023. Pour le vérifier, vous le savez, à propos, vous pouvez vérifier la version, mais de toute façon, cette version a vraiment beaucoup changé en termes d'interface. Donc l'idée, c'était de vous la présenter. On peut vous mettre le lien aussi, donc vous pouvez toujours télécharger rapidement par, le store Microsoft ou directement en ligne la version, donc sur la décembre 2023. Cette version, vous voyez, elle change énormément, il y a pas mal de panneaux, qui arrivent et qui changent. Donc voilà, on a, sur la gauche un nouveau menu, affichage des requêtes DAX. Donc ça, je vous montrerai, cette fonctionnalité, et un panneau sur, la droite qui est arrivé, qui permet en fait de naviguer parce que c'est vrai que dans Power BI, pour mettre à jour, un visuel, c'était pas toujours évident. Donc il faut savoir pour ceux qui utilisent Power BI depuis maintenant, plus de 5 ans, on va dire, c'est vrai que ça change quand même pas mal la donne, mais on s'adapte, quand même bien. Et donc on va retrouver en fait la façon de générer un visuel, le mettre à jour, avoir des signets. En fait, ça permet de gagner surtout beaucoup de temps quand on commence à faire du Power BI plus poussé avec des vues applicatifs, et des vues visuelles, un peu plus abouties. Voilà. L'idée, c'était je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités parce que le temps est réduit. Donc j'en ai fait une sélection de visuels, qui étaient, sympathiques sur ce qu'on peut faire, en tout cas en finance. Une des premières, fonctionnalités alors juste aussi une précision, il y a souvent les nouveautés donc, de Power BI et il faut tout le temps, la plupart du temps, ce sont des préversions. Les premières versions sont des préversions. Donc il ne faut pas oublier d'aller dans, les options et dans options, d'aller dans préversion, tout ce qui est, feature, préversionnées, et en fait, aller sélectionner, l'ensemble des fonctionnalités nouvelles. Donc les nouvelles qui arrivent, c'est Infobulle visuel moderne, donc ça, je vous les présenterai. Vous avez, bon, des nouvelles cartes, visuelles, visuel trancheur de boutons. Souvent, c'est ici, en fait, à chaque nouvelle version, je vous invite à aller dans les préversions Je et ne à voir. partage pas l'option. Ah, ça partage pas le Non, d'accord. Alors attends. Tac, tac, je vais on ne voit voir. que le fond. Alors, si ça vous partage pas la préversion, ça va pas vous aider. Windows, Enter Screen. Est-ce que c'est bon? Ouais. C'est bon. OK. Donc, juste je vous remontre rapidement pour ceux qui ne le savent pas. Donc dans Fichier, Options, la partie donc préversion. Ici, fonctionnalité en préversion et du coup, pour ceux qui si vous le faites en même temps ou si vous allez le regarder, la plupart du temps, ce n'est pas coché. Donc il faut cocher Infobulle visuel moderne notamment, visuel trancheur de boutons, c'est pour passer d'un bouton à un autre, explorateur de modèles et création de groupes de calcul, donc ça je vous le présenterai, c'est aussi pas mal. La vue de requête DAX, donc c'est peut-être pour ça que vous n'aviez pas ici, l'onglet. On peut faire donc cliquer sur résumer avec la visualisation des données copilotes, mais aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait fonctionnelle si vous n'avez pas la licence. Bon. Donc il faut faire attention quand vous avez des nouvelles options, de vraiment aller dans dans ce panel, hein, dans ce panneau pour aller, cocher ces options-là. Donc une des nouvelles options, c'est, la nouveau visuel de carte. Donc c'est souvent des cartes, c'est pour présenter des KPI dans vos reports, où on a envie de présenter un montant, déterminé, un montant de chiffre d'affaires, une variation, peu importe et donc de faire un visuel, c'est souvent pour des dashboards. C'est pas forcément, hein, pour de la revue analytique, mais c'est pour une vue synthétique et un dashboard dynamique qu'on va vouloir communiquer aux clients, avec des indicateurs précis. Le visuel avant était, pour l'avoir fait, pour, l'adapter, c'était beaucoup de custom avec des formes, des préformes et donc on intégrait des formes comme un PowerPoint et donc là, le nouveau visuel permet quand même de présenter plus facilement certains indicateurs. Donc je vous ai présenté, vous aurez le support, comment le faire. Donc en tout cas, vous avez ici, donc dans les nouvelles vues,
il veut se rendre plus intelligent, donc il vous suggère un type. Avant, on avait forcément une présentation de tous les graphes qu'on pouvait. Il vous présente des types et donc la vue, en fait, la carte nouvelle, vous avez 1, 2, 3 qui est la carte nouvelle. Voilà. Et en fait, quand vous allez vouloir mettre à jour ce visuel, je vous le présente rapidement. Pour pouvoir mettre les petites variations en exergue qui vous intéressent, bah, vous allez pouvoir avoir étiquette de référence et là rajouter en fait des valeurs. Voilà, pour présenter des valeurs et on pourrait en présenter tout un tas et donc c'est beaucoup plus facile qu'avant parce qu'avant, en fait, on superposait des cartes. Donc quand même, on gagne du temps et on garde de la clarté sur la présentation de certains indicateurs. Voilà. On peut aussi faire des cartes maintenant qui sont cumulatives, ce qui n'était pas le cas d'avant. Pas aussi bien, on devait faire une carte, la mettre en forme et après on dupliquait la carte. Aujourd'hui, on peut vraiment rajouter tout un tas d'indicateurs sur une même carte. Ça se gère plus facilement. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de savoir que ça existe parce que par habitude, on va prendre la carte traditionnelle, 1, 2, 3 cartes, et en fait, vous n'aurez pas ces fonctionnalités-là. Voilà. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est vraiment bien, c'est sur les histogrammes, donc notamment pour faire, des visions empilées ou des analyses précises et rajouter des indicateurs. Heu, ils ont rajouté des options, en fait, pour mettre des étiquettes de données. Voilà, ce type d'étiquette de données, pour présenter aussi plus facilement, souvent c'est empilé. Donc là, typiquement, j'ai pris le chiffre d'affaires, alors comme c'est un modèle comptable, j'ai pris le chiffre d'affaires, enfin les produits d'exploitation et j'ai mis en ventilation, par exemple, les journaux. Et j'ai fait un top 5 sur mes journaux pour voir quels sont mes journaux qui sont, par exemple, le plus ventilés. Parce que forcément, sur un modèle empilé, quand il y a trop de journaux ou trop d'une même légende, bah, ce n'est plus lisible. Donc j'ai fait un top 5 et vous voyez, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre l'information, donc là, c'est un montant, c'est le montant du FEC simplement, sur la base des comptes de PNL, les comptes 70. Donc c'est ce qu'on nous présente, 8,1. Donc on a bien la ventilation, de l'impact PNL sur le top 5 des journaux. Et on peut rajouter en fait l'avantage d'autres indicateurs pour l'utilisateur, pour le lecteur. Donc par exemple, 12,52 en fait, ça va être le nombre d'écritures qui ont été générées. Donc l'avantage de cette visualisation en audit, par exemple, on va voir qu'ici, il y a une écriture, vous voyez, qui a été passée sur un journal FR qui n'est pas souvent ventilé, qui est ventilé 2 fois. Bon, je pense que c'est un journal de provision, mais il y a une écriture qui a été passée de 5,6 millions, par exemple. Donc ça permet en fait de mettre en exergue plus facilement certaines analyses et certains atypismes qu'on a envie de montrer. Donc c'est dans une logique plutôt d'audit et de contrôle interne. Pour faire ça, pareil, donc dans la nouvelle approche, vous allez cliquer sur le panel de droit. Maintenant, c'est vraiment ça, hein, la rapidité. On va aller cliquer sur le modèle de droit, mettre en visualisation. Et ici, vous allez avoir en fait toute la partie donc étiquette de données qu'on connaissait, étiquette de données, et détails. Et c'est dans cette partie détail que, par exemple, j'ai mis un nombre d'écritures num. Et l'avantage, c'est qu'on peut, même ici, sans recalculer une fonction, donc l'idée, c'est que Power BI veut vraiment s'orienter vers du low code, ce que des utilisateurs métiers puissent développer avec le minimum de code, DAX. Voilà, c'est la volonté de pouvoir ici se dire, bah, je veux un nombre d'écritures ou un nombre d'écritures destin. On peut directement le mettre dans ce détail-là. Voilà, on peut mettre des images de manière beaucoup plus simple qu'avant, où en fait on devait jouer sur la transposition des visuels pour mettre des images sur certains graphes. Donc ça aussi, en fonction de vos désirs ou des customs de dashboard pour vos clients ou en entreprise, parce qu'on veut avoir quelque chose qui ressemble plus à des slides de restitution, on peut vraiment affiner les choses. Une autre chose qu'ils ont mis en exergue, alors on n'aime pas, c'est la capacité en fait de séparer, vous voyez, les empilements pour finalement mieux les visualiser. On peut du coup, beaucoup mieux visualiser les empilements. C'est une option graphique qu'ils ont proposée. On aime, on n'aime pas, mais c'est toujours sympa de voir que ça existe. Une autre, chose qui arrive, je ne sais pas si vous l'avez vu, là j'ai cliqué sur le visuel. Alors on commençait déjà à le voir notamment dans Power BI Services en disant l'objectif c'est qu'on va développer sur Power BI Desktop, publier notre modèle sémantique et notre dashboard et ensuite on va vouloir avoir un utilisateur final qui n'est pas forcément quelqu'un qui va développer le modèle de données,
L'avantage, c'est que lui, il va pouvoir changer beaucoup plus facilement les visuels. Et maintenant, on peut le voir dans le desktop, cette petite affiche qui permet en fait plus facilement, un peu comme on l'avait dans Excel, maintenant on avait cette option dans Excel de pouvoir sur le graphique aller rapidement rajouter ou détailler certaines options avant d'aller dans une vue d'options plus compliquée. Il faut le savoir, c'est vrai que dans Power BI, la partie formatage des visuels n'est pas si simple. Pour trouver les choses, quand on n'y est pas tout le temps, souvent, c'est pas si facile. Donc, il y a le menu de recherche hein, qui aide pas mal, mais parfois, il y a certaines fonctionnalités qu'on n'utilise pas tout le temps et qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. En termes d'autres nouveautés qui apparaissent et qui peuvent vous aider dans des reportings, ou en tout cas si au fur et à mesure vous voulez évoluer dans vraiment proposer des reportings dynamiques et ce qu'on appelle vraiment tout ce qui va être storytelling, parce que l'idée dans le dashboard c'est de raconter une histoire. Benjamin va vous faire un cas d'ailleurs là-dessus, où il a compilé des graphiques parce que ça ne racontait pas la bonne histoire pour ses objectifs d'analyse. Donc c'est important en fait de bien comprendre ces fonctionnalités pour voir finalement, en fonction de vos objectifs, qu'est-ce que vous allez avoir comme option? Voilà. Et aussi mesurer le travail qu'il peut y avoir derrière la construction de ce type de dashboard. Donc il y a une nouveauté, donc c'est la partie infobulle visuelle moderne. Ici, vous voyez, c'est un graphique à barres groupées qui est classique, sur lequel j'ai mis deux dimensions. Donc je peux filtrer par mois et si je descends, j'ai mis une classe de compte. Je crois que j'ai mis un truc très, très classique, classe de compte. Bon, comme je vous ai dit, c'est que le compte 70, donc c'est compte 7. Je remonte, voilà. Et ils ont rajouté une option de pouvoir aller sur l'infobulle. Donc l'infobulle, on peut rajouter ici en infobulle vers le bas une information complémentaire. Donc là, j'ai remis le nombre d'écritures. Et ici, maintenant, il y a une option de descendre dans la hiérarchie. Donc ça a l'air de rien, mais c'est en fait, cette fonctionnalité n'était pas si facile à faire et les utilisateurs finaux, souvent, ne savaient pas où cliquer pour monter et descendre dans la hiérarchie. Voilà. Donc finalement, on avait tendance à dupliquer les visualisations en fonction des dimensions, plutôt que d'utiliser cette interface qui permet d'optimiser quand même les visuels et de limiter le nombre de pages à gérer. Voilà. Donc ça, c'est pour la couche de visualisation. Je vous en ai présenté certaines, vous pouvez, aller plus loin. Ici, comme je vous ai dit, cette nouvelle navigation qui arrive et quelque chose qui est quand même, aussi, très fort, moi je trouve pour ceux qui développent ou quand vous devez reprendre en compte un modèle. Je donne un exemple, vous êtes collaborateur, d'une équipe d'audit ou en expertise comptable, vous allez reprendre un modèle, un modèle de l'année dernière et vous ne savez plus tout à fait comment il a été développé ou la documentation est manquante. Il y avait des outils qui existaient et qui existent toujours, comme DAX Studio, comme Tabular Editor, qui permettaient en fait d'aller voir comment ce modèle était monté, quelles étaient les mesures, les colonnes, et d'avoir des métriques pour prendre conscience plus facilement, prendre connaissance plus facilement du modèle. Et là, ils ont fait vraiment un apport là-dessus pour faciliter pour les personnes qui n'avaient pas cette couche de développeurs ou de connaissances plus approfondies, en tout cas de Power BI. Ils ont créé en fait une vision de modélisation qui va permettre en fait de gagner du temps. Donc le modèle de données, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est vraiment la partie de modélisation où on va relier des tables de dimension, des référentiels à des tables de faits, ce qui vont permettre vraiment de fonctionner, d'automatiser en fait les mesures et les TCD, les tableaux croisés dynamiques, les matrices qui vont être dans Power BI. Et vous voyez ici, donc on a sur le côté donc toute la partie table que vous connaissez et la partie modèle. Et donc rapidement dans le modèle, on est capable d'avoir des métriques qui vont nous permettre de dire on a 13 tables, on a des groupes de calcul, des mesures, 17 mesures, enfin de prendre connaissance plus facilement du nombre de mesures que si vous étiez avant, on n'avait pas l'ensemble de ces informations et donc vous l'aviez ici mais vous ne pouviez pas forcément le mesurer. Vous voyez, vous n'aviez pas d'indicateur. Donc ça, c'est important parce que quand vous commencez à partager des modèles ou en créer, on peut se retrouver avec 350 mesures, 500 mesures. Parfois, ça devient très compliqué à gérer. Donc, il y a toute une gestion de la data, gestion des modèles qui arrive derrière, en fonction bien sûr de la taille des projets. L'autre partie qui est aussi intéressante, c'est donc la partie affichage de requêtes DAX. Donc là, on arrive dans une autre dimension qui, en fait, avant, on l'utilisait notamment avec DAX Studio. Donc, je ne sais pas dans l'assemblée si certains l'utilisaient. Mais en tout cas, ça permet en fait de faire des requêtes en DAX directement sur le modèle de données pour aller tester certaines vises ou plus rapidement et surtout diagnostiquer des problèmes de performance.
Je vous le montre en fonction, c'est quand même advanced, mais au moins ça a le mérite d'exister. Donc je vous le partage, ça vous donne au moins la visibilité. Donc voilà pour les nouveautés. J'espère qu'elles vous auront parlé. On a essayé de faire vaste. L'idée, c'est de passer maintenant donc au cas pratique de Benjamin. Juste avant, en fonction des personnes qui sont présentes, vous ne connaissez pas forcément tous, le modèle, Viznao. Donc l'idée, c'est que je vous le présente très rapidement. Je vais juste partager hop, un autre, donc le support. Donc vous aurez, hein, sur le support les prévises. Voilà. Donc, comme je le disais, Viznao, c'est un outil qui a été développé par la CRCC, qui aujourd'hui est aussi, est partagé par un réseau partenaire de CRCC, qui est indiqué ici. Il y a quand même, aujourd'hui, plus de 830 utilisateurs, un peu plus, ceux qui sont en tout cas connus et recensés. L'idée, c'était vraiment d'acculturer, en tout cas notre profession, à pouvoir utiliser un modèle qui soit ouvert, parce que c'est bien un PBX qui est proposé, qui permet aux personnes d'aller pouvoir réexploiter ce modèle, l'adapter, le compléter ou partir d'une base et de modèles de mesure pour avancer sur ses propres modèles et la proposition de dashboard ou le propre développement de dashboard. Il a été conçu vraiment pour aider à la revue analytique. Donc revue analytique aussi bien pour le commissaire aux comptes, bien sûr, que l'expert comptable. Sur sa clôture, sur des positions pour des revues de comptes, pour vérifier des anomalies. Et en fait, il y a plusieurs plots. Donc la partie vraiment revue analytique avec des leads, et la partie avec des KPI. Donc on va avoir tout ce qui va être besoin en fonds de roulement, des analyses financières avec des indicateurs des ratios de liquidité, par exemple, des analyses de loi de Benford. Tout cet ensemble a été présenté et donc l'idée, c'était de pouvoir acculturer la profession et vous donner des idées d'exploitation de la donnée avec Power BI. L'idée du club, c'est souvent on réutilise ce modèle parce que c'est un modèle existant, qui permet en fait de partir du main base pour vous proposer des cas. Et donc, pour rappel, juste pour vous le présenter et ça permettra de faire la transition, vers ce que tu vas nous présenter, Benjamin. Le modèle est relativement simple, c'est un FEC connecté donc à des référentiels, notamment une table de date et un plan de compte. Il y a des référentiels de compte différents pour sortir des états différents, comme le BFR par exemple, ou enfin tout ce qui va être tableau de flux de trésorerie. Et donc l'idée, c'était de proposer aux personnes de partir de ce modèle et de rajouter en fonction de ce qu'ils veulent, des états de stock, des immobilisations pour enrichir ce modèle pour leurs analyses. Voilà. Benjamin, je te laisse la main. Merci. Alors, bonjour à tous. On va passer maintenant une vingtaine de minutes tous ensemble sur différents cas. Alors, partage maintenant. Tac. Les cas d'usage. Alors, le but de ces cas d'usage, il en aura, en fait, il y a 4 cas d'usage. C'est finalement de repartir de Viznao et de vous proposer des visuels complémentaires pour finalement mettre en exergue d'autres atypismes que l'on a pu, nous, identifier au cours de notre audit, au cours de l'année précédente. Alors, pour ce cas, on a décidé de récupérer une société qu'on va appeler PRFIS. Tout simplement, le chiffre d'affaires de la boîte, de la société, c'est environ 110 millions de chiffre d'affaires. On est, je crois, à 115 en N-1 et 109 en N, quelque chose comme ça. L'activité, c'est de l'achat-revente. Et voilà. Et le principal outil, c'est Viznao / Power BI. Tac. Alors, le premier cas d'usage, ça a sauté, c'est tout simplement de vous proposer d'autres visuels pour finalement analyser le chiffre d'affaires et la marge. Puisque là, à l'heure actuelle, on a des visuels qui sont proposés par Viznao, qui sont typiquement des graphiques, juste un graphique de la revue mensuelle de chiffre d'affaires. Déjà, même à ce niveau-là, le graphique, alors, on ne voit pas vraiment. Je ne sais pas si vous voyez flou, mais... vous voyez flou, vous, de votre côté? C'est bien flou ou Un petit peu sur les visuels qui ne sont pas forcément très nets. Dans ce cas-là, je peux partager mon écran pour le rendre un peu moins flou au lieu de partager directement
Le partage, alors si je fais partage directement de fenêtres sous l'écran, comme ça on ne s'embête pas. Tac. Normalement, ça devrait être mieux ici. Donc, d'accord? Tout le monde va bien? Bon, c'est pareil, mais c'est... Non, non, pareil. Mais après, Ok. c'est pas très grave. Ok, pour c'est pas grave. montrer, C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, le but, voilà, il était de proposer d'autres analyses. Donc, ici, finalement, ce qui est proposé, c'est tout simplement faire une revue, en fait, cumulée du chiffre d'affaires et voir si, finalement, au cours d'un mois donné, il y aurait une problématique soit de séquentialité, soit d'exhaustivité du chiffre d'affaires. Alors, pour cela, pour créer ce visuel, tous ces visuels, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris directement des visuels qui étaient proposés par Visnao, que je vous ai mis là, et ensuite, on vous a proposé toute une méthodologie. Le but des cas, il est similaire en fait. L'objectif est le même et la méthodologie est le même. On vous propose des graphiques et ensuite, on vous propose finalement la méthodologie pour, de votre côté, appliquer ces graphiques à votre modèle que vous avez actuellement. Alors, ici, on a tout simplement repris le solde des indicateurs. Les indicateurs, en fait, sont directement dans Visnao. Hop, vous le voyez là. La table des indicateurs est juste là. Tu peux mettre, Elle redéfinit. si tu peux Oui. agrandir, juste, ouais, super. Ça va? C'est bon? Parfait, Comme ça, nickel. parfait, ouais. Elle vous propose en fait la liste des principaux indicateurs qu'on retrouve dans une société. Donc, on va se servir de cette base de données-là pour ensuite calculer ici le chiffre d'affaires. Et le seul apport que j'ai à vous proposer ici, c'est en fait ajouter une mesure pour tout simplement faire un chiffre d'affaires cumulé. Pourquoi? Parce que ça permet au moins de savoir, ça permet visuellement de faire une revue linéaire du chiffre d'affaires, ce qui est plutôt, ce qui peut être utile sur certains dossiers. Alors, pour faire un chiffre d'affaires cumulé, pour faire un solde cumulé, la formule en fait elle est plutôt simple et c'est en fait un simple calculate comme dans la plupart des cas. On ajoute juste à la toute fin en fait un filtre sur la table de données. Et encore, tout ce que vous avez à faire, vous, si vous utilisez cette partie-là, c'est un simple copier-coller de la formule. Il n'y a pas de grosse particularité et vous pouvez reprendre cette partie-là même sur n'importe quel agrégat, puisque la formule va fonctionner ici, comme vous le voyez. Je ne vais pas avoir sa plante, c'est pas grave. Comme vous le voyez, ça reprend l'indicateur que vous sélectionnez. Donc si on reprend à ce niveau-là, Power BI, Visnao, tac, ça je masque, ça je m'en moque, nickel. Donc on se retrouve à ce niveau-là où finalement c'est le classique, le graphique classique que l'on a avec le nombre des mois qui est en X et ensuite en Y on a directement le chiffre d'affaires mensuel qui est une mesure qui est déjà proposée par le modèle de base. Et à ce niveau-là, le petit truc à bien évidemment à penser, c'est le pourcentage du total général où concrètement, on n'est pas obligé de tout le temps créer des mesures. L'outil vous propose directement afficher la valeur, différents précalculs de type pourcentage du total général. Ici, en fait, il va juste reprendre le solde. Par exemple, si je fais ici solde, afficher, pourcentage du total général, vous verrez qu'ici, il a juste repris, il a dit il a simplement indiqué que ce montant-là était équivalent à 7% du total général. Donc, pensez-y, à certains moments, on oublie assez facilement et on veut à tout prix créer une formule alors que finalement, l'outil en lui-même se suffit. Alors, c'était le premier cas, il était plutôt simple. Le deuxième cas, là encore, on est sur une analyse de marge. C'est des cas plutôt pour débutants au départ, ça permet comme ça de se lancer. Alors là encore,
le graphique qui vous est proposé est celui-ci. Et finalement, on s'aperçoit de quoi au niveau de ces graphiques? On s'aperçoit que finalement, il y a 2 zones de risque. En juillet, à ce niveau-là, et en décembre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet, il y a eu une opération de pré-clôture, donc il y a eu pas mal de provisions qui se sont déroulées pour la société, et à ce niveau-là, on voit très simplement que c'est un effet avec toutes les provisions. Donc ces petits graphiques-là permettent quand même d'illustrer assez aisément ce qui s'est passé au cours de la société, au cours de l'année au niveau de la société. Alors, je vous ai créé aussi deux petites tables où là j'ai indiqué la marge commerciale et également les taux. Je vous propose en fait une simple mesure de taux de marge sociale, taux de marge commerciale qui est assez simple. Parce que en effet, le besoin que tu avais par rapport à tes missions, Benjamin, il me semble, c'est que dans Exactement. Viznao, on avait une marge qui dans était Viznao, standardisée. Voilà. J'y arrive à ce niveau-là. En fait, la problématique, c'est que dans Viznao, on avait un taux de marge brut. On avait une marge brute, excuse-moi, et finalement, l'apport, bien souvent sur certains dossiers, c'est plus de faire une analyse du taux de marge. C'est plus le taux de marge qui peut nous intéresser, non pas la marge brute par mois. C'est pourquoi, finalement, sur un certain nombre de dossiers, nous, ce qui a été mis en place, c'est dans un premier temps de mettre un ratio de taux de marge brut, et ensuite, finalement, si on pousse l'exercice un petit peu plus loin, c'est sur certains dossiers, on a regardé le taux de marge brut, non pas par mois, mais on a poussé l'exercice par établissement, ou alors par société lorsqu'il y avait des gros groupes conso. Et finalement, ça permet de savoir si il y a un établissement, une société en tant que telle, qui décroche par rapport à la moyenne du groupe. Ici, là, le cas, c'est simplement sur du mensuel, mais là encore, on peut complètement voir bien plus loin et voir ça par rapport à un établissement, par rapport à d'autres choses. Alors, pour illustrer ce petit cas, pour détailler la manière dont on calcule un taux de marge brute, ça reste c'est un peu la même manière que précédemment. Alors, je vous propose déjà de revoir la petite formule pour créer simplement une mesure. C'est la fonction calculate. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais en format Excel, ça représente un petit peu le SUMSI. C'est un peu le SUMSI. Et concrètement, pour les non-initiés, en gros, c'est on écrit calculate. Ici, c'est la somme de la colonne. Et le deuxième critère, c'est tout simplement le critère qui sera pris en considération dans votre SUMSI. Donc, ça fonctionne un petit peu de la même manière qu'Excel, c'est juste que ça s'appelle différemment. Ici, vous avez donc la partie marge commerciale pour la valeur et bien évidemment, une fois que vous avez créé vos mesures, vous pouvez commencer à les imbriquer dans d'autres mesures. Ici, comme vous le voyez juste en dessous, finalement, une fois qu'on a créé notre marge commerciale, on peut calculer aisément un taux de marge commerciale. Tout ce qu'on a à faire, c'est reprendre notre marge commerciale que l'on a initialement créée, puis ensuite calculer à ce niveau-là le chiffre d'affaires spécifique à cette activité-là. Donc là, ici, on n'a repris que les 707. Et en fait, dans le modèle, ça représente un petit peu cette partie-là. Hop, c'est toute cette partie. Et concrètement, là encore, on est sur quelque chose... Tu peux juste fermer visualisation données, comme ça, je pense qu'on verra mieux. Ah, nickel. Ouais, si tu remontes même ton nom, ouais, voilà. Ça te va? Nickel. Ça vous va, c'est mieux? Après, on peut zoomer, ouais. Parfait. Je peux aussi zoomer, mais... Non, mais nous, je crois, on peut zoomer sur l'écran. Parfait. Ok, nickel. Donc voilà, le but, c'était de vous proposer au moins un taux de marge parce que généralement, les ratios comme ça, assez simples, on aime bien les mettre, alors soit par mois, soit par entité, soit par société. Et ça permet comme ça assez facilement d'aller cibler directement l'ATP au sein d'un groupe ou au sein d'une grosse structure.
Aussi, ce qui est intéressant là-dessus, c'est là, on est sur de la donnée comptable, donc ça donne une vision comptable. Et après, c'est de récupérer donc tout ce qui va être business report pour finalement analyser les écarts de marge des outils de gestion avec ce type de marge brute, bien sûr, à corriger, parce que c'est une vision purement comptable. Mais du coup, ça peut permettre de gagner du temps et de faire un premier rapprochement bouclage, taux de marge, gestion versus compta, et d'identifier peut-être des corrections qui auraient pu être passées comptablement pour corriger des impacts. Complètement. On peut, là encore, ça permet comme ça, au moins, dans un premier temps, avant d'être en pleine phase d'audit, on est dans notre revue analytique préliminaire, on est en réunion avec le client, il nous a donné juste son FEC, on n'a pas encore de données de gestion, mais ça permet comme ça déjà de poser des attentes. Et ensuite, ça nous permet d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer lorsque l'on va comparer les données de gestion. C'était le premier cas, en fait, en l'état. Tac. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, si c'est posé au fur et à mesure. Je ne vois rien. Je vais faire confiance directement. Mais ils peuvent en poser. Et là, il n'y en a pas, ouais. Je fais confiance à mes comparses. Vous lisez les questions, comme ça je continue. Il y en a pas. Nickel. N'hésitez pas à m'arrêter. J'ai essayé de faire plutôt simple pour présenter un petit peu les formules et les différents apports. Et voilà. Je reste toujours à l'affût. Alors, le cas numéro 2. Le cas numéro 2, en fait, c'est une de mes appétences personnelles où, finalement, lors de revues analytiques préliminaires, ou même revue analytique finale, ce que j'apprécie faire, c'est créer des bridges. Pourquoi des bridges? Parce que déjà, ça permet assez aisément d'expliquer une variation. Et surtout, ensuite, l'apport de Power BI, c'est que tous ces bridges-là sont ensuite automatisés et on a toute la fonction de drill down pour finalement aller au plus proche de la donnée. C'est ce qui va être le cas ici. C'est pour ça que je vous ai illustré l'illustration ici, c'est sur un bridge de résultats nets et d'un EBE. On ne voit plus ton écran, on est sur normalement, je suis en partagé, moi. Je suis on en voit usage. On voit le PowerPoint. Ah, d'accord, je pensais que tu montrais… Encore, je suis en cas d'usage numéro 2. D'accord, ok. Donc, les visuels qui sont proposés, en fait, les visuels qui vous sont proposés dans ce cas précis, ce sont lesquels? C'est finalement un bridge classique 2022-2023 du résultat net avec un niveau de détail. Alors, je vais switcher directement sur mon Power BI. Normalement, vous voyez du Power BI maintenant. Et concrètement, on le retrouve à ce niveau-là. On retrouve les deux visuels ici. En fait, il nous a directement proposé un bridge du résultat en mettant les plus importantes variations. Et en fait, à partir de là, l'intérêt de Power BI, c'est directement de cliquer et d'avoir directement juste en dessous une sous-catégorie qui apparaît, qui permet de mettre en exergue les principales autres variations. Là, je le présente pour finalement juste sur un fait en particulier, une société. Mais ce qui est courant de faire, c'est que finalement, lorsqu'il y a une conso, j'utilise la même méthodologie pour illustrer les variations par rapport à des clusters, par rapport à des clusters d'activités, par rapport à des clusters de pays, ou alors tout simplement par rapport à des zones géographiques au niveau des établissements. Là encore, on peut assez facilement recréer ces visuels, ces présentations. Alors, si on revient juste un petit peu sur le PowerPoint, comme ça, j'évite un petit peu là, normalement, vous voyez mon plein écran, et le processus, la manière selon laquelle j'ai créé ces bridges. Alors, première question, c'est quel visuel on doit utiliser pour créer un bridge? En fait, c'est le graphique en cascade, je vous l'ai indiqué juste ici. Pas besoin de chercher, maintenant vous l'avez. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là,
Vous pouvez tout simplement faire tous les mappings que vous souhaitez. C'est là où VizNow est plutôt un bon outil. En fait, on vous a tout donné. C'est un gros package où vous avez toute la base de données. Donc finalement, si vous voulez mapper différemment votre plan comptable, vous le pouvez. Si vous voulez créer des SIG spécifiques à votre client, puisque son activité est différente d'une activité type commerce, vous pouvez également. Ça va être le point 1, et en fait, juste dans la slide qui est juste après, et en fait, l'étape numéro 2, tout simplement, ça reprend, alors ça je masse parce que vous ne voyez pas tout, ça reprend la manière dont on conçoit en fait un bridge. On a directement les catégories. Qu'est-ce qu'une catégorie? C'est directement les années que l'on retrouve ici. La répartition, c'est l'élément qui va servir en fait à justifier les variations. Ici, j'ai mis des SIG, mais ça pourrait être des établissements, ça pourrait être des mois pour voir si finalement il y a un mois particulier où le résultat a complètement explosé. Ça pourrait être une zone géographique, comme je le disais précédemment. Ou alors, n'importe quoi. Là encore, je vous ai proposé compte comptable, agrégat financier, établissement, et là, c'est complètement votre liberté un petit peu de penser et votre connaissance de la société. Et après, l'axe Y, comme généralement dans tous les visuels, c'est directement le solde. Hop. Et on retrouve en fait à ce niveau-là, dans visualisation, vous les avez ici, et là encore, le modèle vous sera communiqué, et vous pouvez retrouver assez aisément la piste. Pour rappel, lorsque vous cliquez sur un visuel, il vous propose ici les catégories, et à droite, il vous met une petite encoche verte pour vous dire d'où vient la donnée. Donc, par exemple, si je laisse mon curseur sur un élément, elle me dit que c'est directement dans la table gestion exercices. Je vais chercher la date de clôture. Alors, le deuxième point, qui était finalement l'étape numéro 1, c'est comment modifier un mapping. Comme je vous l'ai dit, VizNow, c'est un package. Package qui ressemble à ça, et le Nord vous l'a dit juste un peu en amont. Vous avez 4 fichiers, vous avez 4 dossiers. Là où vous mettez vos FEC, la gestion des périodes, les prévisionnels. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est directement le plan comptable qui va s'ouvrir, qui est ouvert. Parfait. En fait, à partir de ce plan comptable-là, concrètement, tout ce que vous avez à faire, c'est créer ce que vous voulez. Ici, moi, j'ai rajouté une colonne K, mais on pourrait très bien imaginer recréer un mapping spécifique. On se dit que finalement, l'activité de la société, c'est pour partie de la vente de marchandises, pour partie, c'est finalement une prestation de service autre. Et là encore, on pourrait très bien gérer toute cette partie bridge par activité de la société. On pourrait ainsi splitter tous les comptes comptables par activité. Alors, hop, je reviens juste là. Donc voilà, tout bêtement, vous rajoutez en fait à ce niveau-là ce que vous souhaitez, votre mapping, ça c'est assez classique. Et en fait, ce qu'il faut faire et ne pas oublier, c'est tout simplement enregistrer, fermer votre plan comptable. Et une fois que vous revenez à votre VizNow que je viens de fermer, bien évidemment, qui va se rouvrir en pas très très longtemps normalement, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez plus qu'à actualiser le modèle. Et là encore, l'actualisation, en tout et pour tout, généralement, pour ceux qui l'utilisent, on est tous à peu près d'accord dessus, ça dure entre 2 à 5 minutes, grand maximum. Tac. Et le petit bouton actualiser se retrouve juste là. Alors, si je reviens sur la petite présentation, qui bien évidemment avait décidé également de se planter, ça me va. Tac. Par ici. OK. Le troisième point, c'est lequel? C'est finalement, OK, j'ai réussi à faire mon petit bridge, mais finalement, on s'aperçoit que c'est ce qui m'arrive assez régulièrement, c'est que finalement,
on n'a pas assez de niveau de détail. C'est-à-dire qu'on va avoir une variation qui va s'expliquer, mais la grosse variation va être dans la partie autre. Comment on résout ce petit problème qui peut prendre pas mal de temps pour rechercher des informations? C'est plutôt simple. En fait, tout se passe dans la visualisation. Vous avez les répartitions et en fait la ventilation. La partie ventilation vous propose en fait 3, 4, 5 ventilations et en fait en fonction du nombre que vous mettez à ce niveau-là, si je reviens, tac, répartition 4 ici pour dire 1, 2, 3, 4 agrégats. Si j'en mets 5, il va continuer en fait ainsi d'exploser la partie autre, 6, 7. Et là encore, ça vous permet quand même de garder la main sur votre bridge et sur votre niveau de profondeur d'analyse de la variation. Là encore, c'est un outil qui vous permet juste, voilà, déjà de vous mettre en exergue ce qui a évolué au cours de l'exercice. Hein. C'est juste un outil qui facilite encore un petit peu plus votre vue analytique. Le cas numéro 3, je vais assez vite, c'est finalement un petit peu la même chose. C'est tout simplement l'analyse de charge sociale où directement, là, on vous a proposé 2 ratios qui sont le charge de personnel sur le chiffre d'affaires et le taux de charge sociale. Ces 2 ratios qui sont régulièrement regardés par les auditeurs. Et on vous propose de l'intégrer maintenant à l'outil Viznao. Et ici, pour ce cas pratique, vous voyez finalement que au mois de juillet, il s'est passé en fait l'opération que je vous ai précitée auparavant. C'était une opération de clôture avec toutes les OD de clôture. Et en fait, la même opération s'est passée au mois de décembre. C'est pour ça que les 2 ratios là sont complètement déconnants par rapport à une saisonnalité classique. Pour recréer ces mesures, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est la même chose. On vous a proposé les charges sociales, on vous a proposé le modèle de taux, et là encore, vous avez juste finalement qu'à les reprendre dans votre outil et le modèle va s'actualiser. J'accélère juste un petit peu parce qu'il est déjà 7h30 et ça va très vite. Le cas d'usage 4, en fait, c'était plus des cas d'ouverture. Benjamin, est-ce que tu peux afficher le PowerPoint en plein écran parce que ouais. On ne le voit pas. Vous ne voyez pas du tout? On le voyait en petit, mais voilà, là c'est mieux, merci. Okay. Le cas d'usage numéro 4, concrètement, ce qui se passe, c'est juste des cas d'ouverture où en fait on vous propose d'autres visions de Viznao. Là, on vous a proposé des cas pour le développer, pour finalement avoir, nous, notre retour d'expérience sur les différents ratios que l'on juge pertinents pour relever des atypies. Mais le cas 4, il est plus là pour vous présenter une autre manière de présenter votre revue analytique. La partie numéro 1, ça a été, nous, ce qui était un peu compliqué, c'est la partie présentation de l'actif, passif, compte de résultat. Avec la présentation initiale de Viznao qui était celle-ci, on vous propose juste un petit modèle pour recréer quelque chose auquel nous, les auditeurs ou les experts comptables, on est plus accommodés. C'est-à-dire un N, N-1, variation de pourcentage. Pour cela, là encore, on vous a donné les 4 mesures. On vous a donné la manière dont on doit calculer le N, la manière dont on doit calculer 1 N-1, une variation et une variation de pourcentage. La seule problématique que l'on peut rencontrer à ce niveau-là, c'est la partie divide. Pourquoi ? Parce que l'outil maîtrise plutôt mal la division par 0. Donc, pour anticiper la division par 0, on utilise une fonction divide. Et lorsqu'il va diviser par 0, il va juste remplacer le infini par 0. Tout simplement, c'est juste pour anticiper ce cas. Et bien évidemment, lorsque vous créez des valeurs en N, pensez à bien évidemment passer les valeurs en inversé. C'est-à-dire qu'un produit, pour qu'il soit toujours positif, le mettre en moins de la valeur normale pour que finalement on ait l'actif en positif et bien évidemment le passif en positif également. Ça ressemble en fait à cette partie-là. Si on revient,
Tac, je masque. Bilan, données. On se retrouve à ce niveau-là. En fait, une fois que vous avez créé vos visuels, c'est tout simple. Vous créez un TCD classique, comme dans Excel, comme dans n'importe quel outil, où vous avez vos agrégés en ligne, vos agrégés financiers, et en valeur, vous allez déposer toutes les mesures que vous avez créées. Et là encore, après, à partir de là, bien évidemment, vous pouvez toujours modifier, vous pouvez mettre le nom de la colonne, vous pouvez l'indiquer comme vous le souhaitez, N, N-1. Et c'est à votre convenance complète. Alors ça, c'était le premier cas. Et le deuxième cas d'ouverture, c'était sur la partie visuelle. Alors, il s'avère que à l'heure actuelle, j'ai un petit problème avec le modèle Visnao où en fait, toute la partie revue des tiers, elle est disposée dans différents onglets. Donc, je vous propose dans ce cas-là de résumer l'ensemble des revues des comptes de tiers dans une seule et même page, qui est celle-ci, en fait. Là encore, je n'ai rien inventé, j'ai créé aucune formule pour cet exemple-là. J'ai juste repris différents visuels et je les ai compilés dans une seule et même page. Pourquoi? Parce que ça me permet, en réunion client, d'avoir dans un onglet mes comptes de tiers et dans un second onglet mon suivi de trésorerie. Ici, à ce niveau-là, tout ce que j'ai à faire, c'est si je veux parler de mes fournisseurs, je sélectionne mes fournisseurs, j'ai directement en première visualisation mes comptes complets. Je peux les sélectionner pour voir les principaux. Une fois que j'ai fait ça, alors, ce qui va m'intéresser, c'est plus finalement les comptes classiques. On a des comptes de groupe. Par exemple, si je les sélectionne, on voit directement l'évolution de ce solde entre N et N-1 et juste en dessous, on a les différents soldes, les soldes par compte auxiliaire. Et ça permet comme ça de facilement communiquer avec le client, se dire, OK, dans votre solde, il s'est passé ça dans l'exercice. On voit qu'au cours de l'année, au cours du mois de temps, il y a eu cette opération-là, il y a eu tant de retard tant de retard de paiement. On voit que finalement le BFR est impliqué de temps, et là encore, je vous laisse complètement imaginer ce que vous pouvez en faire. Mais là, c'est pour les fournisseurs, mais là encore, je peux complètement naviguer sur la partie personnelle, je peux naviguer sur la partie client. Partie client, là encore, à ce niveau-là, on a une revue de la clientèle. Ici, c'est parce qu'il y a une importante OD. Donc, ça permet directement de la mettre en exergue et d'aller la cibler lors des travaux d'audit. Et une fois qu'on a dit ça, finalement, on se dit, les principaux clients, c'est les clients A. Dans l'idée, le solde a été sensiblement le même tout au long de l'exercice. Et en fait, dans ce compte-là, très peu de comptes sont auxiliarisés. Sinon, dans les comptes qui ne sont pas auxiliarisés, on voit que le principal solde, c'est un compte qui s'appelle ND, et concrètement, c'est une opération de clôture. Il passe du mois d'octobre à 0 à directement au 31 décembre à quasiment 2 millions. Donc, c'est une opération de clôture, c'est tout simplement ça. J'étais un peu vite sur la toute fin pour essayer de respecter le délai que je n'ai pas respecté. Bien évidemment. N'hésitez pas un peu à poser des questions sur la toute fin. Désolé, je suis un peu pris de court. Après, voilà, de toute façon, comme on le dit, on partage les cas après sur LinkedIn, donc il n'y a pas de sujet, vous pouvez aussi poser vos questions. N'hésitez pas, s'il y a d'autres sujets ou des points à approfondir, à nous le proposer. Voilà, utiliser ChatGPT pour programmer dans Power BI tout en respectant le RGPD. Alors, ça faisait partie. On avait hésité à le faire là justement pour la partie sampling notamment, pour voir comment on pouvait utiliser ça et en effet avec les problématiques de RGPD. Donc, très, très bon cas. Est-ce que déjà ça a répondu à vos besoins? Ça, c'est aussi un point. ChatGPT, je précise juste sur la dernière session,
j'avais montré comment on pouvait créer des mesures en s'aidant de Power BI, identifier des indicateurs clés en utilisant ChatGPT. Et le replay est disponible sur le site, d'ailleurs, qu'on souligne, puisqu'il est nouveau, le site clubvisnow.fr, sur lequel vous êtes actuellement. Donc, en haut à droite, vous avez un lien ressources avec des replays, et on aura le replay de cet événement qui arrivera très vite. Exactement. Ouais. Le dernier, sur la dernière présentation, on a eu 2-3 cas qui permettaient directement de s'appuyer sur ChatGPT pour créer du DAX, des formules en DAX. Après, je ne vois pas d'autres questions. Tout le monde est un peu parti. Ah, merci pour ces précisions, de rien. Juste de rien. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Et puis là, on a eu un merci à Benjamin aussi pour ce très bel aperçu qui nous montre qu'en fait, VizNow, ça reste un modèle et qu'on peut faire plein de choses en plus, qu'on peut l'adapter à ses besoins, à sa façon de voir les choses. On aura d'autres réunions sur l'année 2024, notamment la prochaine, si vous voulez le noter dans vos agendas, c'est le 28 mars, si je ne me trompe pas. Et on compte bien sûr sur vous pour les suggestions, idées de cas. Vous pouvez aussi présenter des cas si vous en avez l'envie. On est bien entendu ouvert à vos contributions. Eh bien, merci à tous et on va donc clôturer ce webinaire et vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne fin de semaine.